Bonjour. 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 Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. On va démarrer dans quelques secondes. On vous prie juste de bien vouloir couper vos micros et vos caméras afin d'éviter un maximum de bruit pendant l'enregistrement. On vous remercie. Voilà, je propose qu'on démarre. Il est 17h06. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir, au nom du CLUSIS, de vous souhaiter la bienvenue à cette vidéoconférence du 2 mars 2021 qui a pour thème la protection des données pour les collectivités publiques. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à une commune qui s'est lancée dans l'exercice, se rendant compte qu'elle risquait d'avoir des attaques à un moment donné ou à un autre. Je crois qu'on en parle déjà depuis une année, des attaques qui peuvent toucher soit des entreprises, soit des collectivités publiques. Et là, en l'occurrence, c'est la commune de Bussigny qui s'est lancée dans l'exercice. Donc, on a le plaisir de saluer la présence de 2 représentants de cette commune et puis également du représentant de IGOV qui nous donnera aussi sa lecture un peu plus méta de la situation concernant les communes et les collectivités publiques. Sans plus attendre, j'aimerais à nouveau remercier nos sponsors, nos membres pour la confiance témoignée et puis on va se donner les moyens d'entrer rapidement dans cet exercice. Je salue déjà la présence de Madame Claudine Vissa, qui est syndic de la commune de Bussigny, qui est présidente de l'Union des communes vaudoises et qui est députée au Grand Conseil vaudois. C'est sous son impulsion que la commune de Bussigny a décidé de se lancer dans cet exercice-là. Et sans plus attendre, je lui propose de prendre la parole et de nous indiquer les tenants et les aboutissants de cette démarche. Madame, c'est à vous. Et puis, si vous voulez poser des questions, n'oubliez pas que vous avez le chat qui vous permet de poser des questions écrites que je reprendrai ensuite et que je soumettrai à chacun et chacune des intervenants. À tout à l'heure. Bonne présentation. Madame Vissa, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et pour la possibilité que vous donnez à Bussigny d'expliquer un petit peu notre démarche. En tant que présidente de l'Union des communes vaudoises, je vais aussi un tout petit peu vous parler de comment ce projet a vu le jour et le poser dans un cadre un petit peu plus global. Ensuite, c'est Monsieur Charmillot, notre secrétaire municipal et surtout, en l'occurrence, le chef de ce projet, qui vous donnera les détails, les informations plus précises sur le déroulement de cette opération de labellisation, ainsi que sur les difficultés et les avantages qu'on aura pu rencontrer. Donc, je vais faire un essai de partage de mon écran. Voilà, je suppose que vous le voyez. Donc, nous parlons bien du label CyberSafe que la commune de Bussigny a obtenu tout récemment, avec pas mal de fierté, il faut le dire. En fait, il s'agit d'un projet national qui a été lancé par la Confédération. La Confédération a établi une stratégie nationale de protection de la Suisse des cyberrisques 2018-2022. Donc, on est un peu au milieu du gué. Et la Confédération teste donc l'introduction de standards et de labels pour la cybersécurité dans différents domaines. Avec le Centre national pour la cybersécurité, c'est l'Association des communes suisses qui s'est lancée à la demande de la Confédération pour couvrir en fait le domaine des communes dans notre pays. Et l'Association des communes suisses lance donc un projet pilote avec l'association CyberSafe. Et ce projet pilote a pour but d'appliquer ce label dans les communes suisses. Alors, on descend ensuite d'un niveau et puis on se trouve dans le canton de Vaud. Le canton lui-même n'était pas spécialement intéressé. C'est vers l'Union des communes vaudoises, donc c'est l'association des communes dans notre canton,
que la maison CyberSafe s'approche donc de l'Union des communes vaudoises pour proposer un partenariat. CyberSafe est donc l'association qui a obtenu, disons, de la Confédération ce mandat, et c'est à ce titre qu'elle s'adresse dans le canton de Vaud à l'Union des communes vaudoises. Et l'idée, c'est de lancer un projet aussi dans le canton de Vaud pour essayer de faire avancer en fait le schmilblick dans ce domaine-là. L'Union des communes vaudoises passe un partenariat avec CyberSafe et propose à différentes communes de participer. On y reviendra. Le but, c'est de sensibiliser les communes par un certain nombre d'exemples concrets qui seraient mis en œuvre. Et en parallèle, on a mis en route aussi la labellisation de l'Union des communes vaudoises elle-même pour tester en fait notre informatique et aussi un peu à titre d'exemple. Alors, au niveau national, il y a 15 communes qui ont été choisies pour faire partie de ce test, de ce projet pilote. Il y a 10 communes de moins de 2000 habitants, donc l'accent il est assez clairement mis sur les petites communes. Il y a 3 communes qui sont entre 2 et 7000 habitants et il y a 2 communes qui sont entre 7 et 10 000 habitants. Il n'y a en fait pas vraiment de plus grandes communes, imaginant, je suppose, qu'elles ont pris déjà les devants elles-mêmes dans ce domaine-là. Le projet a démarré en septembre 2020. Malgré le Covid, ça a pu démarrer avec un peu de complications, mais ça a pu se faire. Et le projet est censé durer 1 année, donc on prévoit une fin en septembre de cette année avec un rendu et une évaluation en fait de toute l'opération. Dans ce cadre-là, pour les communes qui ont été choisies, les coûts de la labellisation sont pris en charge par la Confédération. Je reviens au niveau vaudois. Donc au niveau vaudois, un peu aléatoirement, je dois le dire, il y a 3 communes qui sont partantes pour réaliser le test en collaboration donc avec CyberSafe. Il y a une commune de 1000 habitants, une commune de 1500 habitants et une autre commune, Bussigny, qui a 9000 habitants. C'est Bussigny qui, pour la première, arrive à obtenir le label. Parmi les 2 autres communes, il y en a une qui a renoncé pour des questions d'organisation intercommunale et l'autre qui a remonté la question à son fournisseur informatique. En ce qui concerne les coûts pour cette labellisation, elles sont prises en charge pour ces 3 communes test par CyberSafe eux-mêmes. Disons que c'est l'intention de rendre les communes sensibles aux cyberdangers et en mettant en avant les résultats de l'opération que nous sommes en train de vivre. En ce qui concerne la question de passer par le fournisseur informatique qui a été donc choisi par une des communes, il est possible de le faire de cette manière, ce qui est une variante intéressante pour les petites communes, mais seront validés chez le fournisseur uniquement les services qui sont effectivement proposés à la commune, comme par exemple l'hébergement. Par contre, les autres questions sont testées dans la commune elle-même et notamment, on y reviendra, toutes les questions qui concernent le comportement du personnel. Du côté de l'UCV, on a organisé une séance d'évaluation et d'information pour l'ensemble des communes vaudoises à Échallens, qui aurait dû avoir lieu au printemps, mais on a tous vécu la même année 2020. Ça s'est finalement fait en novembre. Ça a eu un certain écho. Il y a eu un certain nombre de communes qui sont venues pour entendre en fait nos expériences, que ce soit de l'UCV ou de Bussigny. Et on s'attend à ce qu'il y ait d'autres communes qui souhaitent partir dans cette démarche. Alors, quels sont les points faibles dans les administrations communales? Alors, je ne parle bien sûr pas des administrations communales dans leur globalité, mais en ce qui concerne maintenant les cyber-risques. Alors, c'est en fait les mêmes dangers auxquels sont soumis tous les autres entités, entreprises, administrations, etc.
Les petits dessins vous montrent qu'on parle de chevaux de Troie, on parle de rançongiciel, on parle de phishing, on parle de dangers liés à l'accès à distance. Alors, évidemment, les données que les communes ont en leur possession sont des données extrêmement importantes, elles sont sensibles et elles sont sensibles pour le citoyen. Il y a donc bien sûr les données personnelles, donc tout ce qui concerne l'identité, tout ce qui concerne les données de l'habitation, du logement, de l'état civil. Et dans ce cas, Vaudois-Bussigny étant une exception, aussi parfois des données fiscales, ce qui, comme vous le savez, est toujours assez sensible. Je dis c'est particulier dans le canton de Vaud parce que dans le canton de Vaud, normalement, les communes passent par le canton pour établir les factures fiscales, ce qui n'est pas le cas de Bussigny. On est donc une exception dans ce sens-là. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que on est aussi un peu plus sensibilisé à la valeur des données qu'on a et surtout la confidentialité qu'on doit pouvoir assurer pour ces données. Par ailleurs, évidemment, ce qui est important aussi, c'est que l'informatique de la commune puisse fonctionner et que l'informatique puisse fonctionner afin d'assurer les prestations à nos citoyens. Et on le sait, un certain nombre de ces attaques font que votre informatique est bloquée et que vous ne pouvez plus fournir la prestation, ce qui est effectivement extrêmement dommageable. Finalement, ce qui est particulier dans les données qui sont détenues par les administrations publiques, que ce soit canton, commune ou confédération, c'est que le citoyen est captif, si on veut bien. Il est obligé de nous laisser ces données. Et donc, on doit d'autant plus être sensibilisé au fait qu'on a la responsabilité de les traiter correctement et de garantir aussi cette confidentialité. Pour Bussigny, donc je l'ai dit, une des spécificités, c'est le fait qu'on on gère nous-mêmes les impôts de nos citoyens. Dans la municipalité de Bussigny, on a eu pas mal de discussions concernant les labels eux-mêmes, pour savoir si on souhaitait obtenir beaucoup de labels ou pas. Et on était plutôt parti de l'idée qu'en fait, c'est pas le label lui-même qui compte, mais c'est l'attitude qu'il y a derrière, la qualité de ce qu'on fait. Et on n'était pas parti pour labelliser à tout prix. Donc, c'est pas dans cet objectif-là qu'on est entré dans la démarche. Par contre, à partir du moment où on nous a proposé, où j'ai proposé à ma municipalité d'entrer dans ce projet, il y a eu tout de suite un accord assez enthousiaste de la part de l'ensemble de nos collègues. Dans les points faibles des administrations communales, je vais juste remonter encore une fois là-dessus. Ce que je voulais relever, c'est que il y a évidemment un certain nombre de points qui sont techniques, mais de mon point de vue, c'est un des éléments extrêmement importants de ce label, c'est que c'est souvent des problèmes organisationnels ou humains qui font qu'on est sujet à être attaqué, et à subir des attaques dans le domaine informatique. Et ces défauts humains, c'est notamment le fait que le personnel n'est pas bien informé de comment est-ce qu'il faut réagir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les fichiers qu'il ne faut pas ouvrir, quelles sont les réponses qu'il ne faut pas donner, etc. Monsieur Charmillot reviendra là-dessus très certainement. Il s'agit donc de questions de formation, peut-être de chartes, etc., qui, de mon point de vue, ont une assez grande importance. Et je terminerai en indiquant que le dernier volet de toute cette opération, c'est le volet communication, dans lequel on est aujourd'hui à 100%. Et on a constaté avec cette labellisation que la démarche que nous avons entreprise suscite beaucoup d'intérêt de la part des communes,
du grand public, des journalistes, de votre association. Et on a donc le sentiment qu'on a fait juste dans ce sens-là. On est parti dans un projet avec un objectif qui en vaut la peine. Et on est content en fait de ce résultat. Et je remercie encore une fois pour l'invitation d'aujourd'hui. J'en ai terminé avec cette première présentation, Madame la Présidente. Madame la syndic, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Elle me suscite de ma part déjà une première question, si vous le permettez. Qu'est-ce qui a motivé chez vous en particulier le fait de vous lancer dans ce label? Qu'est-ce qui l'a motivé, vous? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, oui, il faut absolument que pour ma commune, on démarre ce projet? Alors, en fait, c'est un peu des concours de circonstances croisés. D'une part, le fait que je sois présidente de l'UCV et que CyberSafe s'est approché de l'UCV fait que j'ai été un peu en première ligne au moment où on nous a posé la question « Est-ce que vous seriez intéressé ou non ?» Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai, par hasard, un passé informatique. J'ai passé 20 ans dans l'informatique professionnellement et j'ai donc une sensibilité peut-être accrue par rapport à d'autres collègues politiciens qui, comme vous le savez, viennent de toutes sortes d'horizons et chacun sa sensibilité et l'apport de ce qu'il amène dans son job de politicien. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est probablement le fait que je savais que je pouvais compter dans notre administration communale sur des gens qui allaient s'engager dans ce projet. Si vous êtes tout seul à dire oui, on pourrait le faire, vous n'y arrivez pas. Il faut que quelqu'un prenne ça en main et vous allez le voir avec notre secrétaire municipal qu'on a eu là la personne qu'il fallait. Mais moi, je le savais. Je le savais au moment où on a emmanché la chose. Je savais que c'était quelqu'un qui allait mener un projet d'un bout à l'autre. Et ça, c'est nécessaire pour y arriver parce que ça demande pas mal d'efforts. Ça demande aussi quelqu'un qui pilote, qui tire, qui pousse. Et voilà, peut-être ça, c'est les trois raisons. Ouais, je vous remercie parce que je pense que justement, on ne peut pas lancer ça comme ça d'un coup de baguette magique dans une commune et que vous ayez effectivement tout le monde qui suit. Il faut une addition de paramètres. À vous entendre, il faut quand même une addition de paramètres qui permettent de le faire. Je pense qu'on pourra reprendre ça tout à l'heure après l'intervention aussi de Pierre-François Charmillot qui va nous indiquer pour lui à l'interne comment les choses se sont déroulées. Mais très volontiers. Je vous remercie pour la question. Alors Pierre-François, c'est à vous que je vais donner la parole maintenant. Vous allez pouvoir nous indiquer votre regard, votre perception à l'interne, comment ça s'est déroulé. C'est à vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir madame, bonsoir mesdames et messieurs. Donc effectivement, il y a longtemps qu'on s'était soucié un tout petit peu de notre niveau de cybersécurité dans l'infrastructure communale. Peut-être je vous présente en quelques mots rapides une petite carte d'identité de la ville de Bussigny. Comme l'a dit madame la syndic, on approche gentiment les 10 000 habitants. Nous avons 85 postes de travail qui représentent 125 adresses mail qui sont rattachées. Nous disposons de l'infrastructure de 20 serveurs virtuels, donc c'est vrai que c'est quand même une organisation qui est assez conséquente. Et puis nous avons surtout, comme l'a exposé madame la syndic, le service des finances qui génère quand même passablement de contribuables. Et on encaisse environ 15 millions de fiscalité annuelle sur le revenu des personnes physiques. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent au niveau des données financières. Et je vous passe les données personnelles qui sont contenues dans le contrôle des habitants. Donc, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on se posait cette question avec madame la syndic. On avait toujours des offres de consultants, de personnes qui étaient intéressées par cette démarche. Mais nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas une approche sectorielle, comme on nous le proposait souvent, c'était une approche un peu généraliste. Donc effectivement, quand il y a eu cette proposition de l'association suisse pour le label de sécurité, de cybersécurité, on s'est dit on va se lancer. Et puis nous avons la chance aussi de disposer de bonnes compétences à l'interne. Nous avons un jeune informaticien qui est vraiment compétent et motivé aussi pour faire ce genre de démarche. Alors on n'était pas craintif, mais c'est vrai qu'à la première étape, nous avons reçu donc 3 représentants de l'association suisse pour le label de cybersécurité. On a vraiment eu des questionnaires très complets à remplir pour un petit peu évaluer le risque, l'importance du risque dans notre commune par rapport aux données.
par rapport aux coûts financiers qui seraient nécessités par une interruption de travail. Donc, on a dû, avec ces personnes qui ont été vraiment très, très compétentes, qui nous ont beaucoup guidés, quel est le niveau acceptable de risque qu'on peut supporter dans la commune. Donc ça, c'était déjà un premier gros travail qui a été fait ensemble. Donc, on a défini en remplissant des questionnaires, en se posant diverses réflexions, qu'est-ce qu'on pouvait admettre comme risque à ce niveau-là. Donc, tout ça, ce qui est intéressant, la démarche s'était définie sur une base délibérative et consensuelle pour accepter ce niveau de cybersécurité. Donc là, c'était un échange très constructif. Et puis après, la partie un petit peu plus pratique, c'est vrai que cette approche de cybersécurité nécessite quand même des contrôles, des examens, on va dire un petit peu, c'est ce qui a été fait. Donc concrètement, pour être très clair, il y a eu des outils spécialisés qui ont été mis en place à l'interne. Donc l'association a fait des scans un petit peu de toute l'infrastructure réseau, des scans internes, des scans externes de l'infrastructure IT et des sites web. Et puis là, on a pu voir toutes les failles, tous les petits soucis qu'on avait justement au niveau de cette infrastructure. Donc là, c'était un long travail qui a été fait, il y a un rapport qui a été déposé, où on a vu qu'il y avait effectivement quelques soucis, dans certains cas qui étaient mineurs, dans d'autres cas qui étaient un petit peu majeurs. Donc on a pointé avec ces membres de l'association de voir où c'est effectivement qu'on pouvait améliorer notre cybersécurité. Et c'est là que c'était très intéressant, je disais ça méritait l'effort et la tâche parce qu'on a pointé, par exemple, pour être très concret, qu'on avait des postes de travail qui utilisaient encore Windows 7. Voilà, c'est des choses qui ne nous posaient pas de problème pour nous. On renouvelle notre matériel tous les 5 ans, mais au niveau de cybersécurité, des logiciels Windows 7, c'est plus du tout possible. La sécurité n'est plus garantie. On a trouvé des choses toutes bêtes aussi, des réseaux Wi-Fi qui devaient être chiffrés, qui devait être protégé par des mots de passe, ce qui s'apparaît évident, mais il y en avait un tout simplement qui avait échappé à cette protection, à ce chiffrage. Et puis surtout, comme l'a exposé Mme Vissa, où on était un petit peu des fois faible, c'était toute la documentation vis-à-vis des collaborateurs, d'attirer leur attention à l'engagement par rapport à des procédures, par rapport à la protection des données, les former par rapport à des pratiques bonnes ou mauvaises. Donc ça nous a forcé à tout élaborer les processus, les chartes de sécurité. On a fait signer à l'ensemble de nos collaborateurs et on les a surtout mieux formés pour faire face aux risques. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été très important. Et puis surtout aussi, ça paraît évident, mais on savait comment on faisait des sauvegardes de nos données, mais on n'avait pas de plan de reprise également qui nous permettait de documenter comment on allait s'organiser si on était interrompu par une attaque, même par un sinistre. Donc là, il nous manquait un petit peu des processus. Et là, c'était très intéressant parce que ça nous a obligés à travailler avec notre partenaire externe. Nous avons un partenaire externe qui nous appuie pour des questions d'ingénierie dans le fonctionnement du réseau. Ça nous a permis de vraiment faire des réflexions de fond. On a repris toutes ces questions-là de documentation, de référencement. On a tout posé à plat, ces éléments-là, et on a pu effectivement se remettre à niveau. L'autre aspect très important, c'est là où le personnel a participé, donc ça vous montre que c'est une démarche participative, c'est que les membres de l'association suisse pour le label de sécurité, avec notre accord, ont lancé des tests de phishing. On n'a strictement pas communiqué, même la municipalité n'était pas au courant. L'ensemble des collaborateurs ont reçu, alors je les ai vus passer, moi sincèrement j'ai failli même me faire attraper pour vous dire que c'était vraiment réaliste, des actions tant tel collaborateur pour voir son comportement et on a été tenus en bien. On a vu qu'effectivement il y avait un taux de réussite qui était très 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 favorable, que les gens donc avaient une bonne formation, ils ont tout de suite été signalés l'arrivée de ces mails à notre responsable informatique et puis on a eu très peu de cas d'échec. Donc ça nous a quand même aussi un tout petit peu renforcé, parce qu'on ne savait pas à quel niveau on se situait par rapport à la formation de nos collaborateurs. Donc on peut dire que le déroulement de l'audit était très participatif. Ce n'est pas un audit alibi, c'était très dans le détail. On a vraiment regardé toutes les petites choses qui ne fonctionnaient pas avec satisfaction. Et ça nous a vraiment forcé à aller voir l'ensemble de nos périphériques, l'ensemble de nos logiciels pour refaire une remise à niveau. Puis l'avantage de cette démarche, c'est que c'est un label participatif, actif. Ça veut dire que même qu'il est délivré pour 2 ans, nous avons encore un contrat avec l'association suisse pour le label de cybersécurité pour faire des tests de phishing encore,
cette année, y compris l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'on va continuer, c'est un label dynamique, à exercer avec notre collaborateur, voir leur réaction par rapport à ces intrusions et puis ces tentatives de phishing. Donc, c'est vrai qu'au départ, on est parti un petit peu la fleur au fusil sans savoir exactement quel engagement ça allait donner. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on ne peut que les encourager, mais c'est vrai, comme disait Madame la syndic, ça nécessite un gros engagement. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour analyser tous les paramètres, accepter les tests avec nécessairement au niveau risque des failles qui vont apparaître, puis surtout mettre les moyens pour pouvoir se mettre à niveau, pour pouvoir entreprendre ces démarches de correction. Donc, vraiment une démarche qui est intéressante, qui est à louer, mais ça nécessite effectivement du temps et puis de l'énergie pour pouvoir suivre toutes les étapes du projet et pour pouvoir le... Personnellement, j'ai plus de son. Oui, moi, c'est la même chose, j'ai plus de son. Ok. Moi aussi. Ah, il y a un problème là qui se passe. Le son a été coupé. Voilà. Monsieur Charmillon, Voilà. on ne vous entend plus. Très bien, est-ce que vous m'entendez? Voilà, ça y est, c'est revenu. C'est bon. Parfait. Donc, pour vous dire qu'effectivement, cette démarche était constructive, était prospective, ça nous a vraiment montré qu'il y avait effectivement des risques, il y avait effectivement des failles. Donc, on n'a pas eu la certification lors du premier audit. Hein. Donc, c'était vrai qu'on était un petit peu déçus, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des corrections à faire. Et puis là, on avait deux choix, c'est-à-dire soit on acceptait de rester là, soit on acceptait de remédier à ces non-conformités qui nous empêchaient d'avoir la certification. Donc là, c'est vrai qu'on a fait, c'était notre objectif, on a fait un effort de remise à niveau des points qui nous ont été signalés. On a pu effectivement obtenir dans un deuxième temps cette certification. On a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a fait toutes ces démarches pendant la période du Covid, où malheureusement, c'est vrai que tout le monde s'est un peu dispatché, est parti dans le terrain. Ça nécessite effectivement une grosse charge de l'infrastructure informatique et de nos responsables techniques, mais on est satisfait d'avoir pu continuer quand même à œuvrer pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc voilà, au niveau de l'avenir du label, nous, je vous disais, on est très intéressés à continuer cette phase de collaboration que nous voyons comme un appui à la formation de nos collaborateurs, surtout qu'on n'a pas d'ingénieur système à l'intérieur de l'administration. Nous avons juste un informaticien CFC qui nous maintient justement l'infrastructure. Donc c'est important d'avoir ce regard d'ingénierie extérieure, de spécialistes qui nous dit attention, en faisant des tests d'intrusion ou du scannage des réseaux, vous n'êtes peut-être pas tout à fait à niveau ici, les choses évoluent tellement vite qu'effectivement, à titre personnel, on souhaite pouvoir continuer cette démarche. L'autre point, peut-être pour finir, ce qui nous bloquait un petit peu de lancer l'exercice, c'est toujours le coût financier du projet. Comme nous sommes une petite collectivité qui n'avons pas forcément de budget dédié à ce genre de label, donc c'est vrai que cette gratuité nous a permis de nous lancer, mais sincèrement, avec le recul, je crois vraiment que ça vaut la peine d'investir un investissement dans cette opération parce que ça nous amène beaucoup, ça nous a conforté dans certains choix, ça nous a fait modifier certains autres choix aussi. On a modifié un antivirus également, ça nous a permis de refaire un appel d'offres, une analyse pour installer un antivirus qui est plus performant. On avait fait aussi une analyse par rapport à un logiciel anti-intrusion avec plusieurs options. Donc, on avait choisi le logiciel Darktrace, si vous le connaissez, qui nous permet d'avoir une analyse un tout petit peu du comportement des collaborateurs. Ça, on l'avait fait avant l'acquisition, enfin avant l'exercice du label. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un très bon choix, qui était déjà un premier pas. Mais vu qu'on n'a pas une vue globale dans une petite commune avec des compétences d'ingénierie, c'est vrai que cet exercice-là nous a vraiment fait du bien pour mettre le doigt sur des aspects plus faibles, conforter dans des choix précédents, puis ça nous donne une solidité, une assise supérieure pour nos développements futurs. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour cette présentation. Si je reprends les éléments que vous avez mis en évidence,
À vos yeux, aujourd'hui, une commune qui veut se lancer dans ce processus, quels sont les paramètres de base qu'elle doit déjà absolument avoir? Oui, alors très clairement, de la documentation. Il faut vraiment documenter tous ces processus, des plans de reprise des activités en cas de sinistre ou d'intrusion. Il faut vraiment écrire la réglementation, les rôles, les responsabilités de chacun. Quel est le rôle de la municipalité? Quel est le rôle, effectivement, les responsabilités des partenaires informatiques? Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument avoir. Si on veut débuter là-dedans ou si on ne l'a pas, alors il faut accepter de le faire. C'est vrai que nous, on avait une documentation partielle. On était à 50%, ça nous a forcé, c'est là où on était le plus faible quand même, on s'est rendu compte, même qu'on pensait qu'on était en avance, on a dû tout remettre à plat, compléter, donc concrètement, ça demande une grosse force d'énergie au départ. Il faut être prêt à faire ceci. Puis il faut être prêt à se mettre en danger. Si on vient faire une intrusion informatique, à quelque part, il faut accepter que c'est un examen grandeur nature, rayon X. On vous dit qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe sur tel poste. Alors c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui soit très compétent à l'interne, ce qui est notre cas. Nous avons un responsable informatique qui est vraiment au point, qui puisse expliquer, qui puisse donner l'explication, qui puisse trouver le problème. Donc il faut vraiment dégager du temps, accepter de prendre un risque, tout en sachant que la démarche elle est bienveillante. Mais il faut se mettre en danger un petit peu et surtout accepter de se documenter un maximum. Autrement, si on ne veut pas le faire, il ne faut pas lancer cette démarche. Et maintenant, par rapport à vos collaboratrices et collaborateurs, vous leur avez expliqué comment la démarche? Est-ce que certains ont pu s'inquiéter en se disant « mais si j'entre pas dans le processus, on va me remercier » ? Il y a eu comme un petit peu une inquiétude. Pas au départ, on n'a pas trop communiqué parce qu'on voulait justement que cette phase de test reste confidentielle pour pas que les gens soient prêts. Après, on a commencé dans une phase ultérieure à l'expliquer. Non, il n'y a pas eu de crainte, je dirais au contraire, une certaine fierté de voir que cet exercice était fait, puis que le comportement des collaborateurs était vraiment globalement très satisfaisant. Après, ça c'est le côté anecdotique, mais une fois que vous avez obtenu le label, la plupart des requêtes de confort remontent, puis on vous dit souvent, bon, on a obtenu le label, maintenant on voudrait un écran plus grand, on voudrait du matériel plus performant, puis un meilleur logiciel. Alors ça c'est le côté positif, c'est que ça fait une émulation des requêtes de collaborateurs. Maintenant qu'on est certifié, il faut qu'on monte en gamme avec certains matériels. Je fais simple. Hein. Ouais, c'est positif. Ce qui est positif. Et si vous en parlez avec vos collègues qui œuvrent dans les autres communes, ils ont quelles interrogations par rapport à votre démarche et à leur retenue pour se lancer dans le processus ou au contraire, sauter dedans à pieds joints? Moi, je dirais le grand frein, surtout de personnes bien installées, qui ont des services informatiques qui sont très fonctionnels, très structurés, c'est la mise en danger. C'est pas le temps, parce que ces communes, ces villes-là ont les moyens, mais c'est comme la mise en danger, c'est le risque qu'on prend, comme toujours, de dire, effectivement, il y a peut-être des choses qui ne sont pas à niveau. Cette crainte, ce conservatisme est existant dans tous les domaines. Hein. Quand vous lancez une gestion des risques avec un SCI dans une administration communale, il y a une partie des gens qui vont dire c'est génial, puis une partie qui vont dire attention, qu'est-ce qu'on va nous mettre en place pourvu que ça ne nous freine pas trop. Donc, il y a un enthousiasme, il peut y avoir une crainte aussi de qu'est-ce qu'on va trouver, tout simplement. Hein. Comment est-ce qu'on réagira si on nous dit que ça ne va pas? Il faut accepter de se mettre à nu et puis de dire, voilà, on ne fait pas tout juste. Et puis, il faut se remettre en question. Alors, si on est prêt à le faire, ça joue, mais tout le monde des administrations n'est peut-être pas prêt à faire ce travail, je pense. Donc, l'enjeu, il serait plus humain que technique ou bien c'est le même pourcentage? C'est plus humain, clairement. C'est plus humain. C'est plus humain. Il faut rassurer les gens. Et puis, de leur dire qu'effectivement, ils ne risquent pas leur job pour des responsables informatiques s'ils n'obtiennent pas le label. Et s'il y a des failles de sécurité, c'est justement pour les combler et que ce n'est pas un examen de passage. Mais je pense que c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Hein. Moi, sincèrement, j'aime bien ces exercices-là. Mais au début, vous trouvez face à 3 personnes de l'association suisse pour le label cybersécurité qui sont très charmants. Mais quand même, on a reçu notre liste de questions qui tournait séparément. Mon responsable informatique et moi-même, on a dû analyser les questions de chaque côté indépendamment. Après, on a pu comparer nos réponses, les trouver très bien, se mettre d'accord sur notre vision des choses. Donc, ça nécessite quand même un certain passage. Et si on fait l'effort de passer ce filtre ou ce frein ou cette petite peur, après, c'est fantastique parce qu'on a eu vraiment une collaboration qui était... On a bénéficié de l'expertise de l'association suisse, je dirais, dans beaucoup de domaines. On a pu leur poser beaucoup de questions et on a eu leur avis d'experts dans tout le processus. Et ça, c'est clair que ça n'a pas de prix. Hein.
Effectivement. Sachant qu'ils sont neutres, ils ne vendent pas un produit, ce n'est pas Oui. les représentants d'Actrace ou d'un logiciel. Ils peuvent nous dire, oui, effectivement, tel antivirus, c'est pas mal, ou là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire attention. On a pu discuter de solutions, d'aiguillage sur des solutions, et ça nous a été très utile. Parfait, merci beaucoup. Je propose qu'on entre en matière avec notre troisième intervenant, qui est Mathieu Delaloy, qui lui est coprésident de... Le voilà, est-ce qu'il est là? Oui, le voilà. Qui est coprésident de IGOV, Innovation Center, qui œuvre dans la HESSO Valais, qui est adjoint scientifique, voilà, et qui va nous donner son regard un peu méta de la situation sur le plan roman, voire suisse, de cette mise en application dans les communes d'attaques cyber et comment est-ce qu'on peut y remédier, quelle analyse est-ce qu'il fait. Mathieu, je vous donne la parole. Merci Madame Perrin-Jacquet, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Merci de nous laisser la parole. Donc, au nom du eGov Innovation Center, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ici un peu pour vous amener une approche un peu plus méta, voilà, autour de la protection des données. Et c'est vrai que sans avoir un ton trop alarmant, je suis en tout cas heureux de voir que Madame Vissa et Monsieur Charmillos se sont lancés dans cette procédure de certification qui leur a permis voilà, de relever d'identifier certains défis et de relever 2-3 améliorations à mettre en place parce que en Suisse, globalement, on reste quand même assez en retard. Et là, je vous ai sorti 2 articles. Le premier, de la RTS en 2018, qui suivait justement une étude de la HESSO qui identifiait que 42% des élus ne s'estimaient pas en mesure de piloter l'informatique des collectivités publiques. Donc là, on ne parle même pas de cybersécurité, on parle juste de pilotage. Ce qui parle pilotage, on parle de connaissance, et donc il y a une certaine méconnaissance autour de ces enjeux-là. Et quand on parle de certains virus, comme on a évoqué WannaCry ou autres, c'est des virus qui sont internationaux, qui peuvent geler des postes de travail, qui peuvent bloquer des services communaux, cantonaux, voire fédéraux. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui sont à la tête de ces collectivités ne sont pas toujours à même de faire face à ces défis. Pour corriger justement le tir, la Confédération ainsi que les cantons ont essayé de s'investir là-dedans. Il y a des cantons qui sont plus réactifs que d'autres. On cite le canton de Vaud, entre autres, avec le développement de son SOC, de son Security Operation Center, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est maintenant à disposition normalement aussi des communes pour les aider un petit peu à faire face à ces défis. Et à côté de ça, il y a justement ces labels qui sont neutres ou ces associations comme CyberSafe qui proposent une labellisation autour de certains enjeux autour de la cybersécurité. Mais ce qui me fait surtout plaisir en tout cas de voir, c'est que des communes comme celle de Bussigny, en plus représentée par la présidente de l'Union vaudoise des communes, va promulguer un petit peu ces démarches-là et c'est très très positif. Parce que globalement, notre vision, donc en tant que eGov Innovation Center, c'est une vision, on va dire, un point de référence neutre en matière de cyberadministration. Donc, nous, on suit les communes depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et on essaie de promouvoir un petit peu d'innovation dans ce secteur-là. Donc, eGov, cyberadministration, on n'est pas toujours sur les mêmes terminologies, mais on parle en gros de l'état numérique. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de fédérer un petit peu les compétences, fédérer les différents profils de nos membres. Donc, on a des membres qui sont issus du secteur public, d'autres du secteur académique, encore d'autres du secteur privé, pour essayer vraiment de promouvoir vraiment un état à même de faire face aux défis du numérique. Nos membres, là, on en a listé toute une série. Donc, on a des membres du secteur public, des membres du secteur académique et des membres du secteur privé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que typiquement, la HESSO, qui est représentée par ces différents cantons, a été sollicitée par les représentants de CyberSafe, entre autres dans la mise en place du label, et accompagne aussi, suivant comment certaines collectivités, après leur audit, pour des projets d'innovation, etc. Donc l'audit se fait par des auditeurs privés, mais par contre,
le secteur académique est toujours à disposition, en tout cas, des collectivités pour la mise en place de procédures qui les permettent, en quelque sorte, de les protéger face à des attaques. Maintenant, ce qui est intéressant, et je vais avoir une approche encore un peu plus grande, parce qu'on va parler de protection des données. Je ne sais pas si vous avez déjà tapé protection des données sur Google. Il y a beaucoup d'articles qui en sortent depuis 2018, entre autres avec l'introduction du nouveau règlement européen, le RGPD. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. On sait qu'on a une loi en Suisse qui est en révision, qui risque d'entrer en fonction l'année prochaine. Ce qui est intéressant de voir en fait avec cette protection des données, c'est que le secteur privé l'a pris un petit peu au pied de la lettre. Donc, je ne sais pas, je suis une entreprise X ou Y, j'ai des informations détenues dans ma newsletter de clients européens, je suis obligé de respecter la RGPD. Et la RGPD, elle est assez stricte. Donc, en fait, il y a toute une série de mesures, droit à l'oubli, droit à la possibilité de modifier les informations, etc. Voilà, on ne va pas tous les dresser. Ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises privées en Suisse ont globalement assez suivi ces différentes règles et se sont bien, on va être remis à niveau. Par contre, si vous tapez protection des données, collectivité publique, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est comme si les collectivités attendaient qu'on ait vraiment un gros souci avant de faire face à la mise en place de mesures assez strictes en matière de protection des données. Voilà, je ne veux pas avoir un ton trop alarmant, mais c'est juste pour un petit peu sensibiliser, je pense, j'espère, s'il y en a certains qui représentent des communes ou autres en Suisse romande ou en Suisse alémanique ici à cet événement, voilà, de faire attention à ces aspects-là. De plus, on est dans un contexte qui est assez particulier. Donc là, vous allez pouvoir, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en gros, je vous laisserai deviner les différentes icônes, c'est qu'on retrouve en fait au centre, j'ai mis la collectivité, la commune, au centre, avec en dessous ces différents collaborateurs. La plupart, maintenant, même la grande majorité, travaillent sur des ordinateurs, donc ont des interactions sur Internet, traitent des documents, stockent des données. Madame Vissa a indiqué les différents types de données. Il peut y avoir des données qui sont personnelles, il y a des données qui sont plutôt, on va dire, d'ordre technique, je ne sais pas, sur maintenant des capteurs qui peuvent remonter sur l'usage des routes, sur l'utilisation d'autres outils ou capteurs qui sont liés à l'activité communale. Donc, toutes ces informations sont stockées à des endroits, sont traitées par des collaborateurs. Donc, il y a un enjeu autour de ces informations. De plus, à droite, on retrouve le citoyen. Donc, le citoyen, il est en contact avec sa commune régulièrement, il fait des demandes d'attestation, il reçoit des informations. À côté de ça, il y a les personnes morales aussi et les personnes physiques. Et donc, voilà, ces deux entités qui interagissent régulièrement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a souvent un fournisseur, un prestataire qui est une entreprise privée qui fournit une solution informatique à sa commune. Ce fournisseur, il dialogue des fois avec la commune, mais aussi avec le canton qu'on retrouve en bas à gauche. Et le canton dialogue aussi avec la confédération. La commune dialogue aussi avec la confédération. Donc en fait, on retrouve en fait un melting pot d'acteurs. Et en dessus, ici, on retrouve encore les unions comme l'Union des communes vaudoises ou les fédérations, ça dépend comment elles sont nommées en fonction des cantons. Donc en fait, on a une multiplicité d'acteurs qui interagissent et on est dans un domaine qui devient de plus en plus numérique avec une complexité dans les projets informatiques. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a comme un peu les gens ou les acteurs qui prennent des décisions ont tendance à des fois se dire « Ah, c'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité du canton, c'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité du citoyen, etc. » Mais ce qu'on remarque maintenant, et ça va être un petit peu le cadre, le framework de la future loi sur la protection des données, qui a inspiré en quelque sorte aussi du règlement européen, c'est que en fait, cette protection des données se fait tout le long du cycle de la donnée. Ça veut dire que tous les acteurs qui sont de près ou de loin liés à une génération d'une certaine donnée numérique sont responsables de sa protection. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, le contexte qui est assez intéressant et qui est à considérer dans cet écosystème numérique public. De plus, on retrouve différents acteurs. Donc ça, c'est des acteurs qui avaient été listés par M. Marc Bounchou à la journée de la protection des données en 2020. On retrouve donc
le législateur, parce qu'il y a des bases légales, le responsable des traitements des données, la personne qui est concernée, les médias, il peut y avoir de la presse, voilà, je ne vais pas tous vous les lister, les sous-traitants, le responsable de la protection des données, le DPO, le préposé fédéral, etc. Et ça rend en fait tout cet écosystème extrêmement complexe. Cependant, on a quand même une base légale. Là, on a parlé de la commune de Bussigny, donc moi j'ai ressorti certains règlements plutôt vaudois. Chaque canton a son propre règlement et chaque canton est soumis aussi à la loi sur la protection des données, qui est une loi qui est assez ancienne, hein, qui date de 1992, avec sa loi d'application qui date de 1993. Qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans cette loi sur la protection des données? C'est qu'on retrouve un aspect important de notre droit suisse, c'est la proportionnalité. Ça veut dire que logiquement, et je ne pense pas que les communes le font, mais c'est sur lesquelles pas mal d'entreprises privées ont été épinglées, c'est qu'en gros, vous faites une analyse sur des données qui ne sont pas proportionnelles à ce que l'utilisateur vous a confié comme données. Donc là-dessus, on perd cet aspect de proportionnalité et là-dessus, on est pénalement répréhensible. L'autre aspect qui est intéressant selon la protection des données, c'est que le traitement des données entend la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage et la destruction des données. Donc là, on parle du cycle de vie de la donnée et souvent, on pense qu'on parle uniquement de stockage, mais en fait, il peut y avoir énormément d'éléments. On parle de plans de classement, souvent dans les communes, etc. Donc tous ces éléments doivent être considérés, doivent être réfléchis. Et pour voilà, compléter les propos extrêmement pertinents de M. Charmillau, tout ça doit être aussi documenté, ce qui manque souvent. Et à côté, il y a des lois qui sont cantonales, comme la loi sur la protection des données personnelles. Et là, on voit que selon la loi vaudoise, que les communes sont soumises à cette loi-là. Et donc là, il y a toute une série aussi de règles à respecter. Ce qui est intéressant de voir dans ce contexte, c'est que la future loi, donc la modification de la LPD, il y a eu un vote final du Parlement qui était favorable en septembre passé. Le référendum, il est très peu probable. Donc en fait, on va avoir une entrée en vigueur normalement en juillet 2022 et cette nouvelle loi en fait sera applicable dès son entrée en vigueur. Donc ça veut dire que les collectivités publiques doivent être en fait à même de pouvoir répondre à ces challenges assez rapidement. Globalement, j'ai parlé de framework, je vais passer rapidement dessus. Il y a un framework qui est souvent évoqué, c'est le Privacy by Design. C'est le framework qui est adopté par l'Union européenne, par le Comité européen de la protection des données en ligne. Et c'est un framework qui est utilisé typiquement par le canton de Vaud, par sa déléguée au numérique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler récemment au téléjournal, mais elle a typiquement évoqué ce framework-là. Qu'est-ce que ça veut dire Privacy by Design? Ça veut dire qu'en fait, il faut penser à sa protection tout au long du cycle de vie de la donnée et que la personne responsable, ce n'est pas uniquement la personne qui traite la donnée, mais c'est aussi le fabricant de produits, le prestataire de services et le développeur d'applications. Donc je pense que les fournisseurs qui sont ici, on en a plusieurs d'extrêmement bonne qualité en Suisse, ils sont tous assez conscients de ces éléments-là, mais je pense que maintenant il doit y avoir comme une volonté de vouloir redescendre ces connaissances au niveau du métier. Après, ce que je peux vous conseiller en termes de réalisation et de guides qui sont intéressants, chaque canton a ses propres guides. Au niveau de la Confédération, il y a le guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données, qui datait de 2000, je ne dis pas de bêtises, 15, qui fonctionne extrêmement bien et qui est bien documenté. Ou sinon, il y a aussi typiquement le canton de Vaud qui a son guide sur la protection des données pour le contrôle des habitants. Donc là, on est sur en fait des guides pratiques spécifiques à certains services de nos collectivités publiques. Et c'est des guides qui sont assez récents. Celui-là date de 2017. Maintenant, en termes un peu de perspective, parce qu'on ne s'appelle pas le eGov Innovation Center pour rien, parce qu'on parle toujours quand même d'innovation. Et je voulais vous sensibiliser à un petit aspect qui est assez intéressant, c'est l'aspect autour de l'open data, donc des données ouvertes. Je ne sais pas si vous avez vu hier l'article, c'est sorti dans la presse, comme quoi Suisse Topo donnait maintenant en libre accès ces différentes géodonnées. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce contexte, c'est qu'en fait, on se rend compte que
il y a un intérêt, surtout de la part de nos collectivités publiques, au niveau du développement territorial, par exemple, d'ouvrir ces données, de partager ces informations pour que les collectivités, suivant les compétences évidemment qu'elle a en interne, puissent traiter ces informations pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Et deux exemples qui sont assez intéressants et qui ont des échelles et des niveaux complètement différents. La ville de Zurich, qui a son propre portail. Je vous invite à y aller, le portail Open Data de la ville de Zurich, avec énormément d'informations sur l'environnement, sur les citoyens, sur l'utilisation, par exemple, des ménages, etc. Ça, c'est un exemple intéressant. Et en parallèle, un autre exemple, c'est Crans-Montana. Donc, on est sur une autre échelle, on va en montagne. Et Crans-Montana, ça fait maintenant, je pense, 6 ou 7 ans, voire plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la commune de Crans-Montana qui est là, qui a son propre portail Open Data, qui partage beaucoup d'informations, des capteurs, des choses comme ça, qui sont partagées et qui sont, en fait, on va dire, compliant au règlement lié à la protection des données, parce que, en fait, toutes ces données sont anonymisées. Parce que l'anonymisation, en fait, c'est un processus qui consiste à éliminer toutes les informations personnelles sur des données. Et ces données-là, en fait, peuvent être qualifiées ne sont plus qualifiées comme données personnelles et donc ne sont plus en quelque sorte soumis à la GDPR au niveau européen ou à la LPD en Suisse. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que, en tant que commune, vous pouvez aussi penser à ce genre de données-là. Est-ce que c'est pour nous intéressant de soumettre des données ou des jeux de données à ces portails-là? Et est-ce que ça peut être intéressant pour nous d'aller en quelque sorte s'inspirer de ces données-là pour pouvoir éventuellement prendre des décisions pertinentes au niveau de votre territoire. Et un autre exemple pour finir là-dessus, c'est un exemple sur lequel on avait travaillé avec le eGov Innovation Center et la HESSO Valais et le groupe T2I, qui est un groupe informatique. Donc, un bon exemple de contrat, de partenariat plutôt privé, public et académique. C'était un projet qui s'appelle EnergyView et c'est un projet qui permet en fait à n'importe quelle collectivité de pouvoir identifier en fait ces émissions en termes d'énergie. Quels sont en fait quel type d'énergie est utilisé au niveau de ces différents services et comment cet outil a été développé? Tout simplement sur le plan comptable, quelque chose qui est normé au niveau suisse. Et en fait, on a pu reprendre ces différentes rubriques, identifier les factures. Et en fait, ces informations, elles sont utilisées pas de façon open. Donc, en tant que commune, je ne vais pas pouvoir analyser la commune d'à côté. Par contre, en tant que commune, je vais pouvoir facilement identifier certaines rubriques et voir sur quelles, typiquement, à des fins un peu plus écologiques, à quel service je pourrais optimiser. Donc, c'est un exemple sur lequel on a pu utiliser des données existantes qui sont déjà formatées et qui permettent typiquement de pouvoir d'avoir un super outil d'aide à la décision. Donc voilà, moi je vous remercie pour ces quelques minutes. Le eGov Innovation Center se tient à disposition. Donc comme je vous ai dit, on est là pour proposer de la veille, des études, de l'analyse, de la formation, du développement aussi de services grâce à nos acteurs privés qui sont dans notre association. Et aussi, on organise énormément d'événements, entre autres le eGov Symposium ou des workshops thématiques qui sont gratuits et des meet-up citoyens sur lesquels on collabore aussi avec le CLUSIS, entre autres, et on est très heureux de faire ça. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et notre hotline est à votre disposition si jamais sur notre site internet. Donc, si vous avez une question liée à la partie cyberadministration ou e-government, on a un petit gremium d'experts qui est prêt et qui se tient à votre disposition pour vous répondre gratuitement à vos questions. Merci pour votre attention. Merci. Voilà. Voilà. Merci infiniment, Mathieu Delaloy, pour cette présentation qui montre bien les différents enjeux qui nous attendent encore. Par contre, alors j'aurais une question vous concernant plus particulièrement avec eGov. C'est vous qui avez des relations étroites avec les cantons romans, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et plus particulièrement avec les chancelleries. Alors, est-ce que ces dernières sont conscientes des enjeux? Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la LPD qui va entrer en vigueur, vous dites juillet 2022, et là, il n'y aura plus un temps d'essai. Il faudra que tout le monde soit up-to-date et devra être en conformité.
j'ai pas le sentiment que dans les cantons, dans les chancelleries, voire dans les collectivités publiques, tout le monde soit bien conscient de cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a une temporalité politique, hein. Donc, on voit les cantons quand il y a un renouvellement. Là, par exemple, il y a eu un renouvellement des exécutifs valaisans. On a eu beaucoup de téléphones de présidents de communes, de petites communes comme Sambranché, des communes plus grosses, la ville de Sion, ou qui vont en fait s'intéresser au sujet, qui vont dire « Ah, là-dessus, il faudrait que je travaille parce que ça va tomber sur mon mandat. » Donc, en fait, j'ai l'impression que les gens sont sensibilisés. Il y a un énorme travail qui se fait par les associations de communes aussi pour sensibiliser et transmettre un petit peu le message. Donc, j'ai l'impression que la prise de conscience est là. Par contre, c'est clair que dans la réalisation, on peut, je pense, faire un peu mieux dans certains cas. Mais qu'il est diplomate, le monsieur. Oui, moi, j'avoue qu'en entendant ce que vous-même vous évoquez, voire Madame la syndic ou Monsieur Charmillot, je suis un peu inquiète pour les collectivités publiques parce que j'ai le sentiment que quand on prend le calendrier politique et qu'on prend le temps que les responsables politiques ont à leur disposition, principalement dans les communes, c'est beaucoup du travail de milice, hein, principalement. Donc, ça m'a l'air, j'ai l'impression qu'il va falloir bien expliquer, réexpliquer les enjeux. Je crains que juillet 22, il y en ait qui aient quelques surprises. Et je pense que le CLUSIS pourra effectivement, avec IGOV, mais je pense aussi avec la commune de Bussigny, mettre en évidence l'enjeu et le fait qu'il va falloir avancer sur ce dossier relativement rapidement. Bon, il est vrai qu'il y a aussi des élections dans le canton de Vaud. C'est le calendrier politique, là, maintenant, dans plusieurs cantons romans. Il y a Genève aussi, hein, qui a des élections le week-end prochain. Et c'est vrai que ça amène peut-être des interrogations ou dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Mais ma question, Madame la syndic, est-ce que ça occasionne de votre part une intervention ou des remarques suite à ce qui a été présenté par Monsieur Delaloy? Merci. Alors, sur la présentation elle-même, pas vraiment. Moi, je ne suis pas non plus un spécialiste du domaine, mais par rapport à la discussion que vous venez d'avoir, moi, je vous rejoins. Je dirais même moi-même, avant qu'on se lance dans ce projet, on n'était pas sensibilisé la même chose qu'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai eu connaissance, par exemple, d'une association de communes qui s'est fait hacker et qui a dû payer une rançon. Alors, on ne m'a pas dit le montant parce qu'on a préféré pas nous dire, mais qui, très sincèrement, était très mal prise et a dû, enfin, ils n'ont pas eu d'autre choix que de payer. Et c'est vrai que c'est des événements dont on a un peu connaissance, mais les gens n'aiment pas trop raconter ça, hein. Et donc, ça ne sensibilise pas forcément les autres, puisque en fait, c'est un peu honteux et puis on le cache plutôt. Alors ça, c'est un point. Et puis l'autre, c'est que, comme je vous le disais, une commune comme la nôtre, avec quelqu'un qui peut prendre en charge un projet de ce type-là, ça va. Une commune encore plus grande qui a un service informatique, etc., ça, de toute façon. Moi, c'est plus les petites communes, et il y en a beaucoup dans notre pays. Il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai un peu de peine à voir comment ça pourrait aller, parce que justement, l'expérience qu'on a faite dans le canton de Vaud, c'est que ces deux communes qui étaient autour de 1000-1500 habitants n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors, c'est peut-être par manque de perception, sensibilité du réel danger, mais c'est peut-être aussi juste parce qu'ils n'ont pas les forces, ils n'ont pas les gens, ils n'ont pas les compétences. Vous le disiez, il y a beaucoup de milices. Voilà, donc le fait que les fournisseurs informatiques puissent participer, c'est peut-être une solution, je ne sais pas. Mais personnellement, je pense que la sensibilisation, elle n'est pas encore totalement là, hein, chez mes collègues. Alors, moi, je compte plus alors sur le projet au niveau national, où on a quand même une dizaine de communes qui sont en dessous de 2000 habitants qui participent. Et là, on va peut-être trouver des pistes, hein, pour voir comment est-ce qu'on peut aider ces communes à aller de l'avant. Mais ces pistes, elles risquent d'être trouvées suffisamment rapidement quand on sait que l'entrée en vigueur de la LPD, c'est juillet 22? Alors, le projet national, il se termine en septembre 21.
D'accord. Alors après, est-ce qu'en 6 mois, ils arrivent à le faire? Ça, je ne sais pas, mais au moins, il y aura déjà peut-être des pistes et des aides qui pourront être fournies par l'Association des communes suisses, ensemble avec CyberSafe. Je ne suis pas désespérée, je pense que ça pourrait être possible. Ok. Parce que finalement, dès le moment où vous avez démarré et le jour où vous étiez en conformité avec le label, il vous a fallu combien de temps à vous? Alors, je vais laisser M. Charmillot répondre parce que c'est lui qui a géré l'agenda aussi de l'opération. Ouais. Voilà, oui, effectivement. Alors, nous avons démarré l'opération en février 2020. Malheureusement, le Covid étant passé par là, on a dû reporter certaines étapes. Donc, c'est vrai que normalement, on aurait dû terminer en septembre. Donc, de février à septembre, c'est une durée de 6 mois. Ah ouais, c'est bien les 6 mois. C'est bien les 6 mois. Là, on a pu obtenir une prolongation des 2 mois de confinement, donc pour pouvoir terminer à la fin de l'année. Mais c'est 6 mois et c'est nécessaire. Oui, donc ça montre bien que le calendrier est très serré. Si on voit que sur le plan national, ça devrait, d'ici cet automne 21, se finaliser pour qu'après, ça puisse être mis en place jusqu'à juillet 22 pour les collectivités publiques, hein. Ça va être très serré. Oui, effectivement. Oui, effectivement, ouais, je me rends compte de ça. Tout à fait. Mhm. Écoutez, je regarde si je vois des questions posées, mais je n'en ai pas par écrit. Non, ça ne semble pas être le cas. Peut-être Oui, je pourrais Mathieu Delalleux, oui, volontiers. C'est vrai qu'on parle souvent de la loi. La loi, elle est importante. L'enjeu, il est aussi que, en fait, au niveau opérationnel, en fait, la plupart des failles ne sont pas détectées. Donc, en gros, c'est bien d'être compliant à une loi, c'est essentiel. Mais par contre, il y a aussi cet enjeu sur la praticité. Donc, en fait, je pense que c'est très important d'aller voir les fournisseurs. Et les fournisseurs en Suisse sont conscients et sont compétents pour faire face à ces défis. Les gros acteurs qui fournissent des solutions pour pour les communes. Et je pense qu'eux, ils sont vraiment à même de répondre à ces défis-là. Et après, on a le secteur académique qui pousse beaucoup, hein, le Tech for Trust, vous en avez déjà entendu parler, qui essaie de travailler, qui essaie de mettre ensemble les gros cantons ensemble pour qu'on soit un peu moteur face à ces défis au niveau de la cybersécurité. Donc, moi, je dirais oui, c'est bien d'être juste par rapport à la loi, mais essayez surtout essayer d'avoir les outils pour vraiment faire face à ces défis techniques. Et ça, c'est, je pense, la priorité, hein, au final, pour les données de nos citoyens et de nos entreprises aussi. Si vous permettez, vous avez certainement raison. Les défis techniques sont là et c'est souvent assez compliqué pour les utilisateurs. Mais de ce qu'on a expérimenté, c'est aussi le défi humain. Et je pense que ça, c'est un volet qu'il ne faut vraiment pas oublier parce que finalement, le comportement de n'importe quel collaborateur, même si vous êtes bien protégé au niveau technique, le mauvais comportement d'un collaborateur qui ouvre un mail dans lequel il y a un cheval de Troie, il peut vous fiche en l'air tous vos efforts et donc toutes vos compétences techniques, hein. Et donc, moi, je trouve qu'on doit mettre l'accent beaucoup là-dessus. Et c'est ce qui peut-être pourrait être un peu moins compliqué dans les petites communes parce qu'ils ont aussi moins de collaborateurs et ils ont là quand même des collaborateurs qui sont des professionnels, hein. C'est au niveau politique que c'est surtout de la milice. Et peut-être que de ce côté-là, ils arriveront peut-être mieux à se protéger parce que plus vous avez de collaborateurs, plus vous avez le risque qu'il y en ait un qui bug une fois, hein. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faut vraiment voir ces deux aspects. Vous avez l'aspect technique que vous avez relevé et sans lequel on ne pourrait pas faire, de toute façon, ça c'est sûr. Mais il y a aussi vraiment tout cet aspect humain qu'il faut soigner et puis qu'il faut soigner dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut toujours répéter. En plus, ces trucs malveillants, ils se réinventent sans arrêt. C'est comme le Covid, là, il y a des variants, hein, on va dire. Et donc, il faut aussi tout le temps réinformer les gens, refaire de la formation ou de l'information. Et ça, c'est aussi un effort dans la durée, je pense. Oui, je pense qu'il y a quand même le volet politique qui ne peut pas être sous-estimé dans la mesure où il y a l'impact financier. Et je ne suis pas certaine que dans toutes les collectivités publiques, la ligne budgétaire
informatique, cybersécurité est vraiment rajouté en termes de ligne budgétaire. Ce qui me paraît absolument indispensable aujourd'hui dans une collectivité publique, il doit absolument y avoir, je dirais, quelqu'un qui s'occupe de cela. Au même titre que dans une commission financière, il devrait y avoir une personne, ou en tout cas des élus, qui sont sensibles à ce volet-là, qui doit figurer dans le budget d'une commune. Parce que je vous entendais quand même dire, M. Charmillot, que ce n'est pas gratuit. Hein. Donc, voilà. Donc après, c'est de se dire, est-ce que vraiment les personnes en charge des dossiers sont conscients des risques qui doivent absolument être cadrés, parce que l'empan financier, vous invoquez bien qu'il y a des communes qui se sont fait hacker, Madame Vissa, eh ben, ça leur coûte 3 fois plus cher ou même 10 fois plus cher que si elles avaient mis un peu d'argent dans un label. Hein. Voilà, ça, je voulais quand même le relever. Par contre, ce que je voulais savoir encore, parce que c'est un gros sujet par rapport à la votation du EID du week-end prochain, c'est que votre label, il vous est donné par d'un groupe de personnes qui sont plutôt privées. Hein, ce n'est pas une entité issue de l'État, etc. Comment est-ce que c'est perçu? En effet, c'est une question qui est posée. Je pense que M. Charmillot pourra compléter, mais comme il y a un petit volet un peu politique, bon, alors ma conviction personnelle, c'est que c'est pas parce que ça vient du privé que c'est forcément moins bon, mais ça c'est juste en passant. Hein. Ça c'est plutôt un peu politique. Je crois que le fait que ce soit une association et qu'elle ne vend pas de matériel ni de logiciel, je crois que ça c'est un des volets importants qui fait que ça inspire confiance quand même. Hein. Si le label avait été fourni par Microsoft ou voilà, je pense que ce serait différent parce que là on sait que en offrant le label, ils attendent et ils exigent qu'on achète après tel et tel type de matériel ou de logiciel. C'est pas le cas de CyberSafe. Je pense que c'est aussi pour ça que la Confédération a décidé de travailler avec eux, parce qu'ils ont une sorte de neutralité, ils sont organisés en association, donc c'est du privé, comment dire, de bonne foi, enfin on va dire ça. Ouais. D'accord. Le coût du label lui-même n'est pas exorbitant, il est dépendant du nombre d'habitants de la commune, quand c'est pour des communes, donc c'est relativement atteignable, enfin je veux dire pour un budget de commune, c'est pas exorbitant. Le coût qu'on peut avoir, c'est évidemment si on n'a pas les bons logiciels, si on n'a pas ce qu'a évoqué Monsieur Charmillot. Hein, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut compléter, il faut faire des mises à jour. C'est plutôt de ce côté-là que ça peut coûter. Et puis alors après, évidemment, le fait que, comme tous les labels, il faut le répéter. Et il faut, tous les 2 ans, il faut le renouveler. Et, donc, chaque fois, on repasse un petit peu à la caisse quand même. Hein. Mais M. Delaloy a raison. Le coût d'une attaque, du résultat d'une attaque est certainement beaucoup plus élevé que ce qu'on met dans le label. Monsieur Charmillot? Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose de bénéficier de ces compétences, que là, on a un panel de personnes qui font ça aussi à titre, je ne vais pas dire bénévole, mais ils ont vraiment une passion, c'est des passionnés de cette thématique. C'est des gens qui ont derrière cette association suisse pour le label de cybersécurité, qui ont des parcours impressionnants, si vous suivez les parcours impressionnants de ces gens. Donc, ils vous amènent une expertise avec une part de bénévolat quand même. Si on devait payer ces prestations au tarif plein, ou d'un organisme étatique, je doute qu'on aurait obtenu le même niveau de compétences. Je pense que sincèrement, c'est une bonne chose d'avoir pu bénéficier de cette souplesse et de cette part de compétences à un coût réduit. Je vous remercie. Mathieu? Alors, c'est intéressant. Je vois aussi, je vois que quelqu'un a mis dans le chat label égale état des lieux.
si je dis pas de bêtises, moi je suis pas un expert du label CyberSafe, mais il y a une mesure justement en continu. Et comme l'a dit Madame Vissa, il y a ce renouvellement qui doit se faire tous les 2 ans. Donc il y a un contrôle, en fait, il y a un état des lieux. Après, il y a des recommandations et après, il réévalue la base sur la base des recommandations. Donc, en fait, il y a cette évolution qui se fait en continu. Après, je pense que voilà, il y a une sorte de compétitivité dans ces labels. J'imagine que ça sera peut-être pas le seul à voir le jour. Si ça va toujours dans une optique de vouloir vraiment soutenir ces collectivités et pas leur mettre des labels sur des labels comme on pourrait avoir sur des briques de lait maintenant en France, bah, ça serait très positif. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. Après, j'ai vu dans le chat aussi, il mentionnait la partie légale. Moi, je pense vraiment que l'aspect légal est essentiel. Par contre, l'aspect technique, il doit être aussi important. Et je rejoins Madame Vissa sur la partie formation. J'ai vu que un de nos membres, justement, du eGov, Gianfranco Mai, avait publié une formation gratuite du canton de Genève. Donc, certains cantons proposent déjà des formations autour de la cybersécurité. Donc, c'est bien de… Voilà, je profite d'avoir le micro, de pousser ces collaborateurs à pousser, voilà, à participer à ces formations. Et ça me fait penser à un aspect, je me rappelle d'amis qui travaillaient dans des banques et qui devaient tous les 3 mois participer à des petites formations en ligne obligatoires où en fait on se sensibilise, etc. Et c'est une question que je pose justement pour venir moi de l'académique. Est-ce que des cantons proposent ce genre de formation continue ou des communes pour ses collaborateurs? Je ne sais pas si Madame Vissa en a entendu parler, des formations un peu en quelque sorte obligatoires ou pour ses employés. J'ai plus de son. Personnellement, je ne sais pas, mais je pense que M. Charmillot, il est plus au courant, en tout cas, sur ce qu'on fait chez nous et voire ailleurs. Malheureusement, leur réponse avec au niveau étatique, on n'a pas du tout de support, de soutien, je dirais, de conseil. Hein. C'est un tout petit peu dommage. C'est un peu la déception. C'est-à-dire que si une commune veut s'adresser à un organisme étatique pour obtenir des conseils, il n'y a strictement rien du tout. Hein. Je vais être un peu critique. Hein. Je dirais même que les outils de l'État de Vaud qui nous mettent à disposition, je pense à l'outil Navig, qui est imposé auprès de tous les offices communaux de la population, est un outil tellement obsolète qui pourrait être un cheval de Troie pour rentrer dans nos systèmes communaux. Donc, je pense que l'État a eu du retard dans les outils où nous sommes obligatoirement connectés pour établir des cartes d'identité ou établir des documents d'identité. Donc, non seulement il n'y a pas de soutien et d'aide, il y a vraiment une étanchéité. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment encore de loin d'être en avance. Bon, ça, c'est dit. Oui, Madame Vissa. Ah non, je faisais juste un geste. De désespoir. Oui, mais c'est un constat, malheureusement. Alors, je ne sais pas si dans d'autres cantons, c'est mieux, mais il ne suffit pas. Je vois aussi dans le chat que quelqu'un a dit qu'il y avait une formation en ligne dans le canton de Vaud. Ça ne suffit pas. Je veux dire, il faudrait un poste. On s'est rapidement renseigné pour l'organisation de la séance d'aujourd'hui si quelqu'un du canton de Vaud pouvait intervenir sur le sujet. On n'a pas trouvé. Donc, c'est quand même un signe. Alors, peut-être que d'autres cantons font mieux. Après, on connaît la diversité, non seulement communale, mais aussi cantonale dans notre pays. Donc, je ne peux pas me prononcer sur les autres. Alors, moi, en vous entendant et avec l'expérience que j'ai eue, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux de protection des données du citoyen par rapport à tout ce à quoi une commune peut avoir accès ou un canton, et je ne suis pas sûre que soit mis en place dans les collectivités publiques communales vraiment les paramétrages pour qu'une sécurité soit accrue. Ça, je ne pense pas parce que je ne sens pas encore vraiment une prise de conscience des enjeux et des dangers. Et puis, il y a peut-être une confiance qui est faite auprès des cantons en se disant c'est les cantons qui vont nous dire. Mais les cantons, je pense que là, il y a une collaboration qui devrait être peut-être plus forte entre les cantons et les communes. En tout cas, il y a des enjeux à mettre en place. Mais écoutez, moi, tout ce que je trouve, c'est que l'événement d'aujourd'hui met en évidence le fait que pour partir dans un processus comme celui-là, il faut réaliser les enjeux humains
qui sont liés, ça me paraît très important, les enjeux techniques aussi, les enjeux politiques et financiers, et puis j'ai le sentiment qu'il y a une communication plus accrue qui devrait se mettre en place avec différentes entités, mais je suis sensible alors à ce que vous évoquiez, comme quoi le label qui vous est proposé ne doit pas être au nom effectivement d'une entité trop privée, parce qu'on va se retrouver avec les mêmes débats que les débats qu'on a aujourd'hui avec l'EID, qui reviennent et qui émergent quand même assez souvent. En conclusion, quel serait le mot de la fin pour chacun d'entre vous sur ce dossier-là en relation avec les collectivités publiques? Madame la syndic. Alors, je vais peut-être commencer par ma casquette de présidente des communes vaudoises. On est dans une situation actuellement où on doit beaucoup combattre pour l'autonomie des communes. C'est un des points extrêmement sensibles de notre système actuellement, où on sent disparaître toute une série de compétences des communes en direction du canton, voire de la confédération. Donc aujourd'hui, la question dans ce domaine spécifique dont on parle aujourd'hui, elle se pose. Est-ce que ça doit vraiment être une compétence communale qu'on garde, ce qui est le cas aujourd'hui, mais qui implique qu'on a des difficultés à assumer parfois, ou est-ce qu'il faut encore une fois faire l'impasse sur une compétence qu'on a et puis la relâcher à un niveau supérieur en disant c'est le canton qui doit assurer ça pour nous? Voilà, donc c'est un dilemme. C'est un dilemme, c'est une difficulté. Là, je parle vraiment du point de vue plutôt politique que du point de vue technique de la sécurité. C'est un dilemme parce que, bien sûr qu'un canton va pouvoir avoir des compétences accrues, du personnel formé, etc., pour assurer ça pour les communes. En même temps, c'est bien la propriété de la commune, les données de ses citoyens. Alors, bien sûr, ils sont aussi d'un canton, ils sont aussi suisses, mais le premier échelon, c'est quand même vraiment la commune. Donc, il me semble que c'est vraiment à nous de l'assumer quand même. Alors, avec aide peut-être du canton, mais voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ce serait de dire, ayant posé ça, il faut absolument qu'on arrive à cette prise de conscience, parce que, comme je l'ai dit avant, si on n'avait pas été directement concernés nous-mêmes par toute cette opération, on n'aurait pas le même langage aujourd'hui que ce qu'on a. Donc, c'est en passant par le tunnel qu'on s'en rend compte. Et je pense qu'il y aura du travail pour convaincre mes collègues politiques, je dis, parce que cette sensibilisation, elle est compliquée, et notamment dans une petite commune, on va vous dire ouais, mais qu'est-ce que ça intéresse les données de Gouin-le-Jus, franchement, ça intéresse personne, etc. Donc on est un peu encore dans cette logique. Je le sens chez pas mal de mes collègues. Voilà. Merci. Mais ça prouve qu'il y a encore quelques enjeux sur lesquels on peut débattre. C'est bien. Monsieur Charmillot, le mot de la fin, ce serait lequel pour vous? Oui, alors effectivement, je vais peut-être un peu déborder de la cybersécurité stricte. Moi, je pense que comme vous le vivez à Neuchâtel, l'autonomie communale, c'est très bien. Donc, on peut se choisir notre ERP, nous pouvons développer nos propres outils. Effectivement, on le fait. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même que le canton reprenne un peu la main sur un développement, je dirais, d'un tronc commun, d'un ERP cantonal pour les communes, en collaboration avec les communes, parce que là, on pourrait déjà arriver à un niveau de complexification plus moindre. On pourrait déjà travailler sur des outils identiques, on pourrait déjà les rendre plus performants. Je parle au niveau de l'ERP. Puis si cette démarche elle était faite comme à Neuchâtel, au niveau de l'ERP, je pense qu'on pourrait passer le cap après, effectivement, de collaborer mieux avec le canton sur des règles cybersécurité. Mais il faudrait déjà partir d'un développement d'un tronc commun de l'outil de base des communes, parce que maintenant, c'est très disparate et puis on perd beaucoup d'énergie. OK, merci beaucoup. Mathieu Delaloy. Alors pour finir, ouais, moi je dirais que l'enjeu est donc légal, technique et humain. Et j'ai l'impression, en lisant en plus le chat, qu'il y a beaucoup de démarches qui se font en fait intercantonales,
intercommunal, mais au final, la communication n'est peut-être pas optimale. Donc, en fait, il pourrait y avoir un effort qui pourrait être fait à ce niveau-là, et ça pourrait être quelque chose de bien, pour être avec aussi une professeure à Neuchâtel, à la tête de ce centre de compétences en e-gov. On se rend compte qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se fait. Il y a une compétition qui se fait entre les cantons. C'est bénéfique dans certains cas, dans d'autres cas peut-être un peu moins, mais je pense qu'il y a un effort de communication. Et l'autre aspect, pour certains éléments, j'étais un petit peu alarmiste. On dit souvent que la Suisse se lève tôt mais se réveille tard. Je pense que sur un élément comme ça, on se dote quand même, on a des gens compétents au bon rôle, aux bonnes places, et je pense quand même qu'on peut faire de bonnes choses. Maintenant, il faut collaborer, il faut communiquer, et j'espère aussi de voir l'aspect positif autour de ces données. Il faut se rendre compte qu'on peut aussi tirer beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances en ayant des analyses de données de façon correcte, légale, et je pense que nos collectivités vont aussi bénéficier de ça. Donc il y a un aspect protection qui est bien, mais je pense qu'aussi il faut en bénéficier de ces données-là, tout en respectant évidemment l'individu, la sphère privée et tous ces éléments-là qui sont protégés par la loi. Parfait, merci infiniment. Écoutez, je pense que nous arrivons au terme de notre conférence. Je rappelle qu'elle est enregistrée, donc elle sera ensuite sur notre ligne YouTube. Ça démontre qu'il y a encore des collaborations, des communications qui peuvent se faire entre les différents partenaires privés-publics sur ce thème-là. Je tiens en tous les cas à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cet événement, d'avoir donné du temps non seulement à vos communes, à votre HES et à toutes celles et ceux avec lesquels vous travaillez et vous collaborez. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir ce soir au CLUSIS. On se réjouit de reprendre contact avec vous dans quelques temps parce que je pense que c'est un sujet d'ici juillet 2022 qui aura certainement encore tout son impact et on verra si d'autres communes vous ont suivi parce que je dirais que pour nous, c'est ce qui est important. En tout cas, on reste à la disposition non seulement des collectivités publiques, mais également des partenaires pour pouvoir avancer sur ce thème de manière, et nous l'espérons, que les collectivités publiques seront en adéquation l'année prochaine sur cette LPD, et puis surtout que le citoyen, parce que moi j'aimerais quand même rappeler que c'est comme le citoyen qui est au centre et la citoyenne qui est au centre de cette problématique. Et ça, c'est peut-être une question que j'ai pas osé vous poser avant. Est-ce que le citoyen a plus confiance en vous depuis que vous êtes labellisé ? Faudra leur demander. Ils n'ont pas réagi. Moi, j'ai pas eu beaucoup de réactions. On a eu quelques réactions, disons, du conseil communal ou comme ça. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont un peu le sourire, en disant oui, bon, votre label, ok. C'est aussi un aspect qui me fait penser que la prise de conscience, elle n'est pas tout à fait faite. Ok. On a par ailleurs quand même aussi des conseillers communaux qui posent régulièrement des questions sur la protection des données. On a eu même des interventions à notre Parlement local. Donc, c'est assez partagé. C'est assez partagé, mais globalement, on n'a pas eu une avalanche de félicitations ou de personnes qui sont venues nous dire ah, maintenant que vous êtes labellisé, je suis rassurée. Enfin, moi, j'ai en tout cas pas entendu ça. Je sais pas, Monsieur Charmillot, si au guichet vous en avez eu, mais il me semble que voilà. Peut-être qu'avec le temps, je ne sais pas. Ok. Alors effectivement, on n'a pas eu beaucoup de réactions du public. Par contre, alors des communes, effectivement, on a eu passablement de communes, de partenaires communaux qui sont venus nous poser des questions. Les PFL s'y intéressent, des instituts de formation. Là, il y a eu vraiment de l'intérêt, on va dire. Effectivement, dans le public, c'est difficile de faire remonter cette impression. Ok. Écoutez, nous, en tout cas, on s'engage pour que ça se mette en place dans les mois à venir. Vous pouvez compter sur le CLUSIS et je vous dis, on aura certainement l'occasion encore de se croiser et de s'entendre sur ce sujet-là. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre présence à tous les trois. Je vous souhaite une très agréable soirée et puis au plaisir de se revoir une prochaine fois. À très bientôt et merci encore. Bonne rentrée, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.